J'ai failli jeter l'enveloppe à la poubelle sans réfléchir. Elle paraissait trop élégante, trop formelle, doublée de velours, en papier cartonné crème avec des lettres dorées indiquant la résidence du prix et une écriture en boucle. Mon premier réflexe fut l'agacement. Encore une sollicitation d'une marque de luxe qui ne m'intéressait pas. Mais l'adresse de retour m'a arrêté à mi-chemin de la poubelle. La maison des Vaux, Holokestat, Breerwoodland, les parents de Rena, mes beaux-parents. J'ai glissé un doigt sous le rabat et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule carte. En haut, avec la même écriture dorée, figuraient les armoiries de la famille des Vaux. Un couple de pans enlacés sous une couronne. En dessous, les mots me piquaient, vous êtes cordialement invités à célébrer le 30e anniversaire de Camille Desvaux à la résidence du prix. Pas de RSVP, pas de date ni d'heure, juste l'hypothèse que moi, le propriétaire, faisais déjà partie de la liste des invités. Je les regardais fixement, comptant ses erreurs. Le lieu, la maison que j'avais construite, brique par brique, pendant 8 années d'acharnement. Le nom de l'hôte, pas le mien. Mon propre nom, celui qui figurait sur l'acte de propriété, était introuvable. Ma poitrine se serra. Il y a 8 ans, lorsque Rena et moi avons entendu parler pour la première fois de cette maison victorienne délabrée avec sa véranda affaissée et ses volets ébréchés, mon cœur battait la chamade. J'ai vu des toiles blanches là où d'autres ne voyaient que du fil dentaire. J'imaginais des nuits blanches à poncer des parquets en chêne, à peindre des boiseries au clair de lune, à transformer des pelouses mortes en une tapisserie d'herbes indigènes. Quand nous avons signé les papiers, je l'ai fait les mains tremblantes. J'avais assumé moi-même tous les coûts de rénovation. 2 promotions, un petit héritage et chaque dollar d'heure supplémentaire dans mon entreprise de paysagisme. Ma sueur coulait dans le mortier. Ma vision était dans chaque arche de la pergola. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance pour les Devoreaux. Pour eux, c'était toujours une propriété familiale des Vaux, un trophée prêt pour leur prochain grand événement. J'ai retrouvé Rena dans la cuisine où elle déballait des courses chez Trader Joe's. Elle n'a pas levé les yeux quand j'ai déposé l'invitation sur le comptoir. « Tu as reçu quelque chose de tes parents ?» ai-je demandé. Elle y a jeté un coup d'œil, les sourcils légèrement haussés. « Ou, qu'ils utilisent la maison pour la fête de Camille. » Son ton était léger, neutre, comme si je lui avais tendu une vieille boîte de céréales. « Ils n'ont pas pensé à t'inviter par ton nom. » ai-je demandé à voix basse. Elle a croisé les bras. « Tu es mon mari. » C'est supposé. J'ai senti ma mâchoire se serrer. « Supposé ?» ai-je répété. Ils ne supposent pas que j'existe. Les souvenirs ont afflué. Le premier Thanksgiving, quand Céleste m'a dit d'aller chercher des petits pains, puis a refusé de me regarder dans les yeux. Le soir où je lui ai offert une table à manger artisanale, et qu'elle m'a demandé, est-ce que c'est à la hauteur des standards de Desvaux? Le jugement silencieux. Le besoin constant de prouver que j'appartenais à ce groupe. Pourtant, rien n'avait jamais été aussi douloureux que cette omission. Cet espace vide sur une carte dorée qui annonçait mon absence. Ce soir-là, j'ai erré seul dans les couloirs. À l'étage, la chambre principale m'est revenue en mémoire. L'assemblage pièce par pièce du dressing. Les débats nocturnes autour des échantillons de peinture. Le triomphe lorsque Rena a pleuré devant sa beauté. En bas, les fenêtres du salon encadraient le jardin que j'avais dessiné, un chemin sinueux de calcaire, d'érables japonais, de massifs de lavande et de sauge. Chaque plante avait été choisie pour sa résilience. Chaque pierre posée avec intention, et tout cela, pour Céleste et Wallace, n'était que le décor de l'entrée solennelle de Camille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé l'acte de propriété. Il était là, Christopher Drie, seul propriétaire. Pas de petits caractères concernant l'usage familial ou l'occupation non autorisée. Ma propriété était absolue. Pourtant, sur un seul morceau de papier cartonné, les Desvaux avaient réécrit l'histoire. Ma main tremblait tandis que j'imprimais l'acte, surlignais mon nom et le plaçais à côté de l'invitation. Il me semblait absurde de laisser une carte dicter ma valeur. J'avais mis tout mon cœur dans cette maison. J'avais tout construit à partir de rien. L'insulte n'était pas qu'ils aient utilisé la maison. C'était qu'ils m'aient effacé. Le sommeil venait par à-coups. Je rêvais de pans se pavanant dans les couloirs vides, leurs plumes ornées de joyaux effleurant ma peau tandis qu'ils ignoraient ma présence. Je me suis réveillé à l'aube, le corps tendu par la détermination. J'ai rassemblé l'invitation, l'acte de propriété et le papier A en tête de mon entreprise d'aménagement paysager, et je me suis assis à la table de la cuisine.
Rena est entrée, une tasse de café à la main. Vous êtes debout tôt, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rédigé un email à Céleste et Wallace. Objet, propriété du 411 West Thornhill. Chers Céleste et Wallace, j'ai remarqué que l'invitation au gala d'anniversaire de Camille mentionne la résidence Dupri comme lieu de réception sans nommer le propriétaire. Veuillez trouver ci-joint les documents prouvant ma propriété légale de la propriété. Bien que vous soyez bien sûr le bienvenu pour accueillir la fête de votre fille ici, j'apprécierais d'être mentionné comme hôte et propriétaire sur tous les documents pertinents. Cordialement, Christopher Drie. J'ai marqué une pause, les doigts planant au-dessus du bouton d'envoi. Il ne s'agissait pas seulement de titre sur une invitation. C'était une question de respect, de voir l'effort derrière les murs et les mains qui les ont construits, d'insister pour que, pour une fois, je ne reste pas assis en silence pendant que mon identité était effacée. Réa s'est arrêtée à la porte, le visage indéchiffrable. Est-ce nécessaire, a-t-elle demandé. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Oui, ai-je répondu doucement. C'est nécessaire. L'email a filé dans le cyberespace, et avec lui la première fissure dans la façade de silence présumée sous laquelle j'avais vécu. Alors que le soleil se levait sur l'allée du jardin que j'avais creusé à travers les mauvaises herbes, j'ai senti les frémissements de quelque chose de longtemps enfoui. La certitude qu'une maison construite de ses propres mains mérite d'être reconnue, et que cette fois, je la revendiquerai. Réa n'a rien dit lorsque j'en ai reparlé le lendemain matin. Elle étalait de l'avocat sur une tranche de pain multigrain. Son visage était figé dans ce calme exaspérant qu'elle avait acquis après des années à regarder ses parents écraser les conversations. Je me tenais devant l'îlot de cuisine, les bras croisés, le carton d'invitation toujours là où je l'avais laissé. Ils n'ont rien demandé, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais sa retenue rendait l'air lourd. Elle leva les yeux, couteau en plein essuyage. Demande-lui ce qu'elle répondit comme si elle ne le savait pas déjà. Pour organiser une fête chez moi. J'ai dit le mot, je porte un poids que je n'ai pas pris la peine de diluer. Ils ont juste supposé à nouveau. Elle adressa ce sourire neutre et crispé, celui qui me donnait toujours l'impression d'être un problème à gérer plutôt qu'une partenaire à comprendre. C'est pour Camille. Ce n'est qu'une nuit. Et sur ce, elle leva son toast et quitta la pièce comme si cette discussion ne valait même pas la peine d'être terminée. Je restais là, seul, à contempler la tasse en céramique fêlée que je voulais remplacer depuis des mois. D'une certaine manière, cela me parut soudain symbolique. Comme tout le reste dans cet endroit que j'avais rêvé de transformer en héritage, elle était ébréchée, mais tenait encore debout, à peine. L'appel arriva 1 heure plus tard. Je laissai d'abord tomber sur la messagerie, puis décrocher à la deuxième sonnerie. La voix de Céleste s'échappa du haut-parleur comme du sirop sur un verre. Chérie, ta maison est parfaite pour la fête de Camille. La piscine, la vue, l'allée. Ça va épater les Garrett. Encore ce nom. Les Garrett. Ils n'étaient pas amis. C'était un nom de famille brandi comme une carte de visite. De vieux riches avec des égos plus récents. Et apparemment, la dernière aventure amoureuse de Camille. Wallace, son mari, se joignit à lui en coulisses. Il faut bien que tu apportes quelque chose à cette famille. Au moins, la maison est utile. La ligne crépitait. Ce jardin est enfin rentable, hein? J'ai agrippé le bord du comptoir, les jointures blanchissant. Avez-vous déjà pensé à demander? Ai-je demandé, mordant chaque mot, un silence pendant un instant. Puis Céleste a gloussé. Christopher, ne sois pas si susceptible. On pensait que tu serais heureux d'aider. C'est la famille. Et c'était ça le problème. Il utilise toujours ce mot comme un bélier. Famille. L'excuse pour transgresser les limites, pour se faire plaisir, pour rester dans mon salon et se comporter comme des invités dans un hôtel de luxe. Le silence de Rena en arrière-plan, cet appel était plus fort que tout le reste. Elle était là. Elle m'a entendu et n'a rien dit. Ce soir-là, je suis resté dans le salon et j'ai regardé autour de moi. Tout portait mon empreinte digitale. Les étagères en bois de récupération que j'avais fabriquées avec du chêne mis au rebut. La table basse en noyer que j'avais poncée et teintée moi-même, faute de pouvoir m'en offrir une de designer à notre arrivée. Les murs couleur crème que j'avais repeints après minuit, les bras endoloris et les podcasts dans les écouteurs. Chaque luminaire, chaque vis, chaque planche rapiécée, tout cela m'appartenait, ma sueur, mes heures. Et pourtant, j'étais devenu locataire de ma propre histoire.
J'ai ouvert le placard du couloir et j'en ai sorti une valise. Pas pour partir, du moins pas encore. Mais pour commencer, je n'ai pas claqué les tiroirs ni fait de spectacle. J'ai simplement agi avec détermination, pliant des chemises avec cette concentration silencieuse qui me rendait la raison. J'ai posé la valise au bord du lit et commencé à la remplir de l'essentiel. Des documents, des journaux, des chargeurs, un sweat à capuche qu'elle n'aimait pas, celui qui me rappelait celle que j'étais. Les tiroirs de mon bureau étaient les suivants. J'ai trouvé l'acte de propriété, les factures de travaux, les plans d'architecte que j'avais dessinés pour l'extension que nous n'avions jamais construite. Je les ai soigneusement empilés. Puis je me suis connecté à ma boîte mail et j'ai tapé un message que je n'aurais jamais pensé envoyer. Objet, consultation immobilière privée à Harlem. Message. Arlon, il est temps. Je veux discuter de la possibilité d'une vente discrète. Pas d'annonce, pas de panneau, juste le bon acheteur. Vite, parlons chiffres. Voyez, avait envoyé du Priya. Le curseur a clignoté un instant, puis le message a disparu. D'un seul coup, l'idée qui couvait sous la surface a enfin trouvé son origine. Le lendemain matin, la maison était animée comme seule une maison sur le point d'être mal utilisée peut l'être. Camille avait envoyé des organisateurs d'événements, 3 d'entre eux, jeunes, bien habillés, indifférents à ma présence. L'un d'eux a tapoté un mètre ruban contre la porte coulissante en verre donnant sur le jardin. Savez-vous si la fontaine à champagne bloquera la vue depuis là? Piscine, demanda-t-elle. Je veux que ce soit centré pour la séance photo des Garettes. Je ne répondis pas. Je la regardais simplement comme si elle parlait une langue que je ne comprenais plus. Plus tard dans la journée, Rena rentra tôt et me trouva en train de ranger des cartons dans le garage. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle ne fit même pas semblant de remarquer. Le traiteur devra avoir accès à la cuisine à 15 heures le jour J, dit-elle d'un ton décontracté. Et il nous faudra plus de glace. Son ton était professionnel. Répété comme si j'étais un organisateur d'événements et non l'homme qu'elle embrassait pour lui dire bonne nuit. J'essuyai la sueur de mon front du revers de mon poignet et la regardai. Tu ne m'as jamais demandé ce que je pensais de tout ça. Elle parut perplexe une demi-seconde, puis s'éloigna. Chris, c'est Camille. C'est juste une fête. Ces mots ne me blessèrent pas. Ils raclèrent lentement et régulièrement comme du papier de verre sur ma peau. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi se détacha complètement. J'acquiesçai. D'accord, dis-je simplement. Elle semblait soulagée que je ne combatte pas. Je l'ai laissé partir en pensant avoir gagné. Je l'ai laissé croire que j'étais retombé dans ce rôle familier et malléable qu'ils préféraient tous. Reconnaissante, silencieuse, invisible. Mais je ne préparais pas mes bagages pour partir vaincu. J'organisais une transition. Ma maison devenait la scène d'un spectacle auquel je ne voulais pas participer. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'ils ne sauraient que trop tard, c'est que le rideau allait tomber. Et quand il tomberait, je ne serais plus dans le public. Je serais complètement parti. Pas seulement de la pièce, mais du récit qu'ils avaient écrit sans moi. Ce soir-là, j'ai fermé la valise et l'ai glissée dans le coffre de la voiture. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant, mais c'était réel. Quelque chose en moi avait changé. Non pas par amertume, mais par clarté. S'il voulait me réduire à une note de bas de page dans une maison que j'avais construite, alors il ne méritait pas de lire le prochain chapitre. Et j'étais prêt, plus près que je ne l'avais été depuis des années à l'écrire seul. Ils adoraient ce mot, échec. Ils ne me l'ont jamais dit en face, bien sûr. Les dévots étaient bien trop habiles dans l'art du mépris poli. Mais j'avais entendu les murmures entre les mailles du filet. Lors des dîners où le vin était à 2 verres, lors des brunchs où Rena allait se repoudrer le nez, me laissant seul avec Céleste et Wallace dans leurs anecdotes pointues sur les vrais hommes avec une réelle ambition. Pour eux, j'étais le récit édifiant, le détour regrettable que leur fille avait fait au milieu de la vingtaine, l'architecte paysagiste passionné et un peu brut qui ne portait pas de boutons de manchette et utilisait ses mains pour travailler au lieu de les lever pour trinquer au champagne. Je n'étais pas toujours celui qu'il m'avait étiqueté. À 27 ans, j'avais lancé ma propre entreprise, entreprenant des projets modestes mais ambitieux, construisant des espaces extérieurs qui faisaient vibrer les cœurs. Mes créations ne reflétaient pas la richesse. Elles reflétaient la restauration. À 35 ans, j'avais une entreprise modeste mais florissante, des clients dans 3 États différents et la réputation de créer des espaces qui respirent. Je n'étais pas tapa accent Graveleuil, mais j'étais fier.
Je n'avais rien à prouver au monde, juste à moi-même. Jusqu'à ma rencontre avec Rena. C'était le genre de femme qui entrait dans une pièce et réglait immédiatement la température, non par vanité, mais parce qu'elle écoutait les gens comme si leurs paroles avaient du poids. Elle remarquait des choses. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur le développement durable. Elle travaillait alors pour une association environnementale à but non lucratif, Pluterac sans Grafterkelite, malgré son nom de famille. Ou peut-être que je n'y ai tout simplement pas prêté attention. Elle m'a posé des questions sur mon travail que personne d'autre ne m'avait jamais posé, sur l'intégrité des sols, les microclimats, la personnalité des arbres. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai eu l'impression d'être enfin vu. La première année a été facile. Nous avons passé les week-ends à esquisser des plans sur des serviettes en papier, à planter des plantes grasses dans le petit jardin du balcon de son appartement, à rêver de la vie que nous allions construire. La deuxième année a été plus difficile. Ses parents ont découvert ma présence, et c'était comme une marée montante. Lent, silencieux, inévitable. Ils n'étaient pas cruels, en apparence, mais ils avaient le don de vous faire sentir comme un étudiant d'échange à la table d'un dîner entre initiés de longue date. Chaque conversation avec Wallace était un test. Chaque compliment de Céleste était chargé de sens. C'est tellement gentil de faire quelque chose de créatif. Rena a toujours eu un faible pour les artistes. Quand nous avons trouvé la maison, ce fut le coup de foudre. Une maison victorienne à rénover, nichée dans un vieux quartier avec des arbres centenaires et des trottoirs en pierre. Il fallait tout, c'est pourquoi je la voulais. Réa hésitait. Ses parents la trouvaient pittoresque, ce qui était leur façon de dire que c'était inacceptable. Mais j'ai fait une promesse. Dans 8 ans, cet endroit sera un sanctuaire. Je nous ferai économiser de l'argent en faisant tout moi-même. J'ai pris plus de clients. J'ai étiré les journées pour en faire des nuits. Et petit à petit, planche par planche, j'ai réussi à y arriver. Je n'ai jamais demandé un centime au dévot. Pas quand on avait du retard sur la plomberie. Pas quand j'ai utilisé ma deuxième carte de crédit au maximum pour finir la cuisine. Je voulais être un homme qu'il ne pourrait pas rejeter, un mari qu'il ne pourrait pas mépriser. Et pendant un temps, j'ai cru que ça marchait. Ils ont arrêté de commenter les arrangements de Rena. Ils m'ont même demandé mon avis pour refaire la terrasse de leur piscine, mais ce n'était jamais par respect, c'était par commodité. Puis est arrivée la fête de Camille. Ça a commencé discrètement, comme toutes les insultes de Céleste. D'abord, un coup de fil à Rena, puis des emails au traiteur avec mon adresse mentionnée négligemment. Puis les fleuristes sont arrivés pour se faire une idée des lieux. Ils m'ont parlé comme si j'étais le jardinier. Tu as fait le jardin. Magnifique. Il va falloir déplacer quelques jardinières pour le mur de photos. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai souri et hoché la tête, me mordant la langue si fort que ça m'a fait mal. Ils ont pris mon silence pour un consentement. Ce n'était pas le pire. Rena. Elle ne m'a pas défendu. Pas une seule fois. Quand j'ai abordé le sujet, elle a soupiré comme si je la critiquais. Chris, c'est un jour. Camille a 30 ans. Ça compte beaucoup pour ma mère. Je la fixais du regard, cherchant la femme qui riait du ridicule des exigences de sa mère. Mais elle s'éloignait peu à peu, et je commençais à réaliser que je ne savais pas tenir le coup sans me perdre dans le processus. La semaine précédente, Wallace m'avait envoyé une liste de retouches qu'il souhaitait faire avant l'événement. Tu devrais peut-être repeindre la pergola. Elle sera plus belle en photo, avait-il écrit. La pergola que j'ai construite avec du cèdre récupéré. Celle sous laquelle Rena a pleuré la nuit où je l'ai demandé en mariage. Il voulait déplacer des objets, les repeindre, effacer les traces de doigts que j'avais laissées sur chaque surface pour correspondre à leur vision brillante de la vie de leur fille. Et pire encore, ils ont agi comme si je devais être reconnaissante de cette attention. J'ai tenu un journal pendant cette période, griffonnant mes pensées tard le soir, quand je n'arrivais pas à dormir. Une page disait « Comment peux-tu regarder quelqu'un prendre ton travail et sourire tout en le transmettant à des gens qui n'ont jamais levé le petit doigt pour ça ?» Une autre disait simplement « Ne le brûle pas, vends-la plus tôt. » Et c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Je n'ai rien dit à Rena. Elle était trop impliquée dans la performance. Elle avait recommencé à porter les bijoux de sa mère, à dire des choses comme « La présentation compte, et ce n'est qu'une question d'apparence. » Je ne la blâmais pas complètement. Les dévots n'élèvent pas d'enfants. Ils les sculptent. Ils les façonnent en statues de marbre rutilantes qu'ils peuvent exposer lors des galas et des mariages.
Chacune d'elles est le reflet de leur héritage. Réa essayait juste de survivre dans cette cage, mais j'avais construit cette maison de toutes pièces. Je m'étais investi dans le sol, les poutres, les conduits d'aération. Ils voulaient l'utiliser comme une scène, alors j'ai décidé de changer le scénario. Je les ai laissés tout planifier. J'ai hoché la tête lorsque l'assistante de Camille m'a contacté par email pour demander si nous pouvions installer des chauffages extérieurs près de la piscine. J'ai entretenu l'illusion. Une dernière faveur, un dernier rôle à jouer. Mais, en coulisses, je passais des appels. Des appels discrets, des appels stratégiques. La maison devenue un symbole. Mon effacement allait devenir ma déclaration finale. Ils avaient la maison, les invités, les organisateurs, le gâteau, mais pas l'acte de vente. Moi, si, et bientôt, ils comprendraient ce que cela signifiait réellement. Le bureau d'Arlon Lou se trouvait au bout d'un couloir calme, au 4e étage d'un immeuble de verre surplombant le quartier financier de la ville. Il n'y avait rien de tape à accent grave-l'œil. Pas de plaque chromée, pas de trophée en verre, pas de fauteuil en cuir surdimensionné pour affirmer son ego. C'est ce que j'aimais chez lui. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il agissait en silence et avec assurance. Quand je suis entré, il a levé les yeux de sa tablette, puis s'est levé pour me saluer d'une poignée de main ferme et d'un hochement de tête. « Christopher Dupri », a-t-il dit. « J'ai lu votre email. Parlons-en. » J'avais répété ce que je voulais dire une douzaine de fois dans ma tête. Mais quand je me suis assis dans cette pièce, avec ses murs gris, son bureau en chêne foncé et le doux bourdonnement de la ville en contrebas, le son est devenu plus calme que je ne l'avais imaginé. Je veux vendre ma maison discrètement. Pas de panneau, pas de fuite, et la vente doit être conclue avant le 15. J'ai observé son expression attentivement, à la recherche de cette lueur de scepticisme à laquelle je m'étais habitué quand les gens découvraient ce que je demandais. Mais Arlon a simplement tapoté quelques touches, regardé par-dessus ses lunettes et hoché la tête. « Tu veux partir avant la fête ?» J'ai cligné des yeux. « Tu es au courant pour la fête ?» Il a esquissé un sourire sec. Les promoteurs immobiliers ne sont pas vraiment discrets. J'ai géré quelques propriétés dans ce quartier. La nouvelle circule, mais c'est votre affaire. La mienne, c'est de m'assurer que la transition se fasse en douceur. J'en ai 2 d'Austin, un cabinet de design. Ils arrivent cette semaine. Tous des acheteurs au comptant. Ils recherchent une propriété clé en main. D'après ce que tu as décrit, ta maison convient. Je me suis assis en arrière, expirant par le nez. Ils devront agir vite. Inspection, visite, tout ça avant le gala. Ce sont des professionnels, a dit Arland en tapotant son épingle. Ils n'ont pas besoin qu'on les tienne par la main. Si ça convient, on y va. C'était surréaliste de voir à quel point il avait rendu les choses simples. Mais je n'ai pas laissé le calme me bercer de sentimentalité. J'avais pris ma décision. La maison ne m'appartenait plus. Plus spirituellement. Je l'avais vue devenir une scène pour des gens qui me traitaient comme un éclairagiste. Essentiel, invisible, remplaçable. Au moment où le nom de Camille est apparu sur la liste des invités et non le mien, quelque chose en moi a craqué. Non pas de rage, mais de clarté. Je n'étais pas là pour me battre. Je me préparais à partir. À la fin de la réunion, nous avions signé les accords préliminaires. Aaron agissait avec précision. Chaque forme coupait un fil de plus à mon attachement. À mon retour, la maison avait changé. Peut-être était-ce dû à la lumière du soleil. Ou peut-être était-ce dû au fait que je la voyais maintenant. Ce que c'était vraiment. Pas un monument à ma fierté, mais une étagère remplie d'attentes qui ne m'appartiennent plus. J'ai ouvert le garage et commencé à emballer des choses. Ni précipitamment, ni frénétiquement, juste avec constance, comme un homme admettant enfin que la guerre était finie et qu'il avait perdu la part de lui-même qui autrefois se souciait de la gagner. Ce soir-là, Réa est entrée pendant que je pliais mes costumes dans une housse à vêtements portables. Elle a jeté un coup d'œil au carton, mais n'a pas posé de questions. Peut-être ne voulait-elle pas de réponse. Ou peut-être qu'au fond d'elle-même, elle savait que cela se préparait depuis plus longtemps qu'aucun de nous deux ne voulait l'admettre. Je pensais que tu allais aider Camille à choisir un décor pour la terrasse, a-t-elle dit. Je ne me suis même pas retourné. Je ne serai pas là ce jour-là. Son silence s'est étiré longtemps et raidi jusqu'à ce qu'elle réponde enfin. Ne dramatise pas, j'ai refermé le sac lentement. Ce n'est pas du drame, Rena. C'est de la dignité.
Le lendemain matin, les acheteurs ont visité la propriété. Eleanor et Madison, un couple d'une quarantaine d'années, à l'esthétique épurée et au regard bienveillant, qui s'attardaient sur des détails que la plupart des gens ignoraient. Ils admiraient la pergola artisanale à l'arrière, le carrelage en ardoise minimaliste de la cuisine que j'avais installé pendant le confinement. Madison caressait le grain de la rampe en chêne comme si elle racontait une histoire qu'elle seule pouvait entendre. On dirait qu'elle est habitée, dit-elle doucement, comme si c'était le plus beau compliment qu'une maison puisse recevoir. L'après-midi même, ils firent une offre. En espèces, légèrement supérieure au prix demandé. Sans condition. Aaron m'appela aussitôt. C'est comme ça, dit-il. La clôture est prévue pour le 13. Tu as une semaine. Une semaine. 7 jours pour parcourir chaque pièce et me dépouiller de tout ce qu'ils n'avaient pas encore ignoré. 7 jours pour disparaître de leur récit sans se battre, sans crier, sans implorer la reconnaissance. J'aimais ça comme ça. Qu'ils organisent la fête. Qu'ils montent sur la terrasse avec des flûtes de champagne et des toasts creux. Qu'ils sourient au grenier et fassent comme si leur empire était intact. Ils découvriraient en temps réel que la scène s'était déplacée sous leurs pieds. La prochaine étape était les serrures. J'ai attendu que les papiers soient notariés et classés avant de prendre rendez-vous avec le serrurier. Je ne les ai pas changés par mesquinerie. Je les ai changés parce que la maison ne m'appartenait plus et, assurément, elle ne leur appartenait plus. Quand le serrurier m'a tendu les nouvelles clés, je les ai serrées dans ma main comme si c'était la ponctuation finale d'une longue phrase muette. J'ai déposé le vieux double de la clé dans le pot de fleurs près de la porte d'entrée, celui que Céleste utilisait toujours pour ne pas sonner. J'ai souri à cette petite cruauté. Elle la trouverait le jour de la fête, la déterrerait avec cette assurance suffisante qu'elle portait comme un parfum, et elle ne fonctionnerait pas. Les serrures ne bougeraient pas. Les portes ne s'ouvriraient pas. Leur accès s'arrêterait là, sur le tapis rouge d'une histoire qui ne les inclurait plus. J'ai emménagé dans un appartement à l'autre bout de la ville, un endroit avec de hauts plafonds et aucun souvenir. Personne ne me connaissait là-bas. J'apprécie que les voisins n'aient pas posé de questions sur Rena. Ils n'ont pas demandé de nouvelles des dîners ou des fêtes d'anniversaire. Le silence était inhabituel, mais pas désagréable. C'était le bruit d'un nouveau départ. J'ai fait suivre mon courrier, résilié les charges, transféré l'assurance du titre de propriété. Puis j'ai entouré le 15 sur mon calendrier et lu le jour de la fête de Camille. Le jour où leur illusion allait s'effondrer. Non pas parce que je les aurais réprimandés, non pas parce que je serais arrivé et que j'aurais fait un scandale, mais parce que je ne serais pas là du tout. C'était déjà en marche. La vengeance la plus silencieuse et la plus propre que je puisse espérer. Et je n'avais même pas besoin d'élever la voix. 8 jours. C'était le temps qu'il me restait avant la fête d'anniversaire de Camille. Avant que les DeVos ne transforment ma maison en leur terrain de jeu privé. Mais cette fois, ils ne danseraient pas sur mon silence. Chaque boîte que je fermais avec du scotch, chaque tiroir que je vidais me donnait l'impression de me sortir d'un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné. Le compte à rebours avait commencé, non seulement pour eux, mais pour moi. Et à chaque jour qui approchait du gala, je me sentais de plus en plus détaché de la version de moi-même qui cherchait autrefois à gagner leur approbation. Le camion a commencé à arriver ce lundi-là. J'habitais toujours la maison, même si la plupart de mes affaires étaient déjà emballées ou vendues. Mon placard se réduisait à une simple rangée de chemises, et mon réfrigérateur ne contenait que du lait d'amande, des restes de curry et une bouteille de Malbouk que je gardais pour aucune occasion particulière. À 9h14, une camionnette de traiteur s'est garée dans l'allée circulaire. Un jeune homme en polo noir est sorti, un presse-papier à la main, et m'a demandé si c'était le bon endroit pour une cérémonie de dévotion. Il ne m'a pas regardé dans les yeux, a juste fait signe vers le jardin et m'a demandé où installer la fontaine à champagne. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, sans colère, ni même irritation, juste vide. J'en avais assez d'être l'hôte d'une maison que je ne possédais plus. Après quelques secondes de silence gêné, il a cligné des yeux et a dit « D'accord, on va faire un repérage ». Puis j'ai disparu au coin de la rue, parlant dans un casque Bluetooth comme si j'étais invisible. Un autre camion est arrivé à midi, avec du matériel d'éclairage. Puis 2 valets éclaireurs avec talkie-walkie et pantalons assortis. Ils ont discuté de la logistique du stationnement, débattu de la largeur de la rue pour déposer les invités et installer le tapis rouge. L'un d'eux m'a demandé si je faisais partie de l'équipe. J'ai failli rire. D'une certaine manière, je suppose que oui.
L'équipe qu'ils n'ont même pas pris la peine de saluer. J'étais en train de ranger des livres dans mon bureau quand Rena est entrée. Elle avait un smoothie dans une main et son téléphone dans l'autre, parcourant ses emails ou Instagram. Je n'aurais pas su dire lequel. Ses talons claquaient sur le parquet comme les signes de ponctuation d'une phrase. Je n'avais pas envie de lire. Elle a regardé la pile de cartons sur les étagères à moitié vides. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-elle demandé comme si c'était moi qui brisais quelque chose de sacré. Je n'ai pas levé les yeux. « Tu l'as déjà fait ?» ai-je dit. Elle a soupiré. Le genre de soupir dramatique. Un soupir que les gens utilisent pour vous rappeler à quel point il est épuisant d'aimer. Tu exagères. On est juste en famille, une fête. Ça ne veut rien dire. Je me suis retourné puis j'ai lentement pointé du doigt les cartes encore épinglées au tableau. L'invitation, c'est l'adresser à la résidence DRI, sans aucune mention de mon nom, de ma contribution, de mon existence. Pourquoi n'étais-je pas mentionné? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Elle a haussé les épaules. Ce haussement d'épaules m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Non pas par cruauté, mais par insouciance. Il m'a signifié qu'à un moment donné, j'avais cessé de compter pour elle. Pas de façon bruyante et dramatique. D'une façon discrète et érodante, comme l'eau salée qui ronge le métal. Mon nom, ma voix, mes limites, tout était devenu optionnel. Ce haussement d'épaule, ai-je dit, t'a tout coûté. Elle a cligné des yeux comme si j'avais parlé dans une autre langue. J'en ai fini, ai-je dit en l'interrompant. Fini de m'expliquer à une famille qui ne m'a jamais vu. Fini d'être utilisé comme toile de fond pour la fête de quelqu'un d'autre. Fini de prétendre que le silence est amour. Je suis parti ce soir-là. Pas de valise cette fois. J'avais déjà emporté l'essentiel. Je suis arrivé dans mon nouvel appartement. Je n'ai pas claqué les portes ni crié mes derniers mots. J'ai juste éteint les lumières, refermé la porte derrière moi et je suis parti. Je n'ai même pas laissé de mots. 2 jours plus tard, j'ai fait suivre tout le courrier à la nouvelle adresse. J'ai informé les acheteurs du planning définitif de la visite. Madison a répondu avec enthousiasme. Elle et Eleanor arrivaient un jour plus tôt et voulaient revoir les lieux avant d'emménager officiellement. Nous avons choisi 1h, 15h, le jour du gala de Camille. Parfait. La symétrie poétique du tout ne m'a pas échappé. Tandis que les dévots se rassemblaient dehors, vêtus de robes de créateurs, célébrant l'anniversaire de Camille avec des flûtes de champagne importées et des sourires soigneusement choisis, la maison qu'ils pensaient encore posséder allait leur échapper. Silencieusement, légalement, complètement. Le reste de la semaine a été un flou de préparatifs silencieux. Je visitais le nouvel appartement tous les soirs, installant de petits morceaux de normalité. Mes enceintes, une photo encadrée préférée de mon défunt grand-père, un livre de poche usé. Je relis toujours quand j'ai besoin de clarification. Ce n'était pas énorme. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était le mien. Le nom de personne ne planait dessus comme une ombre. Personne ne s'en appropriait l'accès. De retour à la maison, le rythme s'est accéléré. D'autres appels, d'autres livraisons. Je n'ai pas réagi. Les organisateurs de l'événement semblaient légèrement agacés, mais trop occupés pour me confronter. Réa avait arrêté d'envoyer des SMS. Céleste ne prenait plus la peine de faire semblant. J'étais devenu un fantôme dans leur scénario, et ils étaient trop égocentriques pour remarquer que j'avais déjà quitté la scène. La veille de la fête, j'ai traversé la maison une dernière fois. Ni pour dire au revoir, ni pour pleurer, juste pour saluer. Je me suis arrêté devant le banc de jardin que j'avais construit pour Rena, notre 2e année ici. Je me suis tenu dans la cuisine où j'avais appris à préparer son risotto préféré. J'ai effleuré la rampe d'escalier où elle s'asseyait pour me parler pendant les projets de fin de soirée. Puis j'ai verrouillé la porte derrière moi une dernière fois. Le compta. Rebours était presque terminé. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Et cela rendait la chose d'autant plus satisfaisante. À 15h58, j'étais assis dans un box d'angle du café sur le toit de Riley, sirotant un americano refroidi depuis longtemps. Je n'étais pas là pour la vue sur la skyline ni pour les pâtisseries hors de prix. J'étais là parce que l'angle était parfait pour la caméra de surveillance de mon ancienne maison. L'écran de mon téléphone brillait, offrant une vue partagée. La porte d'entrée, le jardin et la longue allée que j'avais refaite l'année dernière. L'endroit était magnifique. Bien sûr que oui. J'avais tout mis en œuvre pour le rendre ainsi.
Des lignes épurées, un éclairage chaleureux, des plantes indigènes en pleine floraison. Et maintenant, il allait devenir le théâtre d'une fête organisée par des gens qui croyaient que cet endroit leur appartenait. La première voiture s'est arrêtée à 16 heures précises. Une escalade noire, vitres teintées, a roulé lentement vers le portail, telle une princesse. Une femme en talons rouges est sortie, a consulté son téléphone et a jeté un coup d'œil autour d'elle, comme si elle attendait qu'on lui ouvre la porte. Puis un véhicule s'est arrêté derrière elle. Puis 5 autres. On aurait dit un défilé de luxe au ralenti. Des invités en costume sur mesure et robes de créateurs sortaient de Mercedes, de Porsche et de SUV Lexus, se saluant par des baisers et une fausse surprise. À 16h07, les stars du spectacle sont arrivées. Céleste est descendue d'une Rolls-Royce vintage couleur cerise, vêtue d'une longue robe rouge cramoisie qui semblait digne d'une scène de remise de prix, et non d'une allée de banlieue. Wallace est apparu derrière elle, aboyant déjà quelque chose dans son téléphone. Il a jeté un coup d'œil à la maison comme si elle était sous les projecteurs, attendant juste de se sentir important. Céleste, en véritable reine de la gala, s'est dirigée avec assurance vers la porte d'entrée, ses talons claquant sur le trottoir de pierre que j'avais moi-même aménagé un après-midi 6 étés plus tôt. Elle a plongé la main dans le pot de fleurs à droite du Porsche, celui qui contenait toujours le double de la clé, son geste signature. Elle l'a trouvé exactement comme je m'y attendais. Elle l'a inséré dans la serrure de la porte d'entrée, l'a fait tourner d'un tour, et elle ne bougea pas. Elle essaya à nouveau, plus lentement cette fois, en inclinant la tête. La caméra capta la lueur de confusion sur son visage. Elle regarda Wallace. Il haussa les épaules et dit quelque chose que je ne pus entendre. Elle essaya à nouveau d'appuyer sur la clé, plus fort cette fois. Toujours rien. Puis on frappa. 3 coups rapides sur le bois, suivis d'un silence. Pas de réponse. Bien sûr que non. Derrière elle, un camion de livraison de belles gâteaux arriva avec le gâteau d'anniversaire de Camille. Le chauffeur sortit, ouvrit le panneau latéral et regarda fixement la confusion grandissante sur le Porsche. Le gâteau était déchiré en couches de fondant rose pâle et or, enveloppé de rubans blancs et de délicates roses en sucre. Je l'imaginais commencer à suer sous le soleil. Céleste sortit son téléphone et commença à composer le numéro. Sur mon écran, je vis ses lèvres bouger avec une frustration croissante. Wallace faisait les 100 pas près de la porte d'entrée, les bras croisés. Les traiteurs, qui venaient de finir de décharger les plateaux de dessert, s'attardaient maladroitement près du garage, hésitant à commencer le service. Quelques invités. Ils s'attardaient près de leur voiture, vérifiant leur montre. L'énergie changea. Le glamour se fendait. Et ce n'était que le début. À 16h15, 2 fleuristes se tenaient dehors avec des seaux d'hortensia et de pivoine, comme des enfants perdus le jour de la rentrée. L'un d'eux frappa, puis sonna. Rien. Céleste se mit à faire les 100 pas, agitant son téléphone comme une épée destinée à trancher l'absurdité. La caméra capta le moment où elle se tourna vers Wallace et aboya quelque chose de furieux. Il rougit, puis leva les mains en l'air. À 16h17, un voiturier tenta de diriger les voitures plus loin dans la rue, tandis que d'autres arrivants encombraient l'allée. Mais sans accès à la propriété, les clients n'avaient aucune instruction, aucun signal. Les gens commencèrent à se regrouper, chuchotant, consultant leur téléphone, envoyant des SMS à Rena, à Camille. Certains rirent maladroitement. D'autres parurent agacés. Le soleil miroitait sur les flûtes à champagne que les serveurs avaient commencé à distribuer pour tenter de sauver les optiques. Mais il n'y avait pas de musique. Pas d'hôte, pas d'entrée. Puis vint le moment qui changea complètement le ton de la soirée. À 16h20, Camille arriva dans une décapotable crème, saluant de la main une reine. Elle sortit, salua quelques amis et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle portait une robe argentée scintillante qui scintillait comme du verre à chaque mouvement. Elle semblait prête à être filmée, prête à être félicitée, prête à se faire célébrer. Mais lorsqu'elle rejoignit sa mère et vit la panique sur son visage, son expression s'assombrit. J'ai vu Camille prendre la clé des mains de Céleste et l'essayer elle-même. Elle se coinça. Elle la secoua. Rien. Ses mains se posèrent sur ses hanches. Ses lèvres se pincèrent. Wallace s'avança et recommença à frapper, cette fois plus fort, plus furieux. Toujours pas de réponse, car il n'y avait personne à l'intérieur, pas de personnel, pas d'hôtes, pas de portes ouvertes. La maison était vide, vendue, fermée à clé. À 16h23,
le désastre #Dero commença. Quelqu'un, probablement un ami influenceur de Camille, commença à diffuser le chaos en direct. La légende disait, quand l'hôte impossible d'entrer dans sa propre fête, la vidéo a montré Wallace hurlant sur un voiturier, exigeant de savoir pourquoi le portail d'entrée n'avait pas été ouvert plus tôt. Un autre clip montrait Céleste secouant furieusement la poignée de la porte, sa robe rouge flottant au vent tandis qu'elle faisait des allers-retours. Un mème a fait surface avant même que l'horloge n'atteigne 16h30. Une image fixe de Céleste hurlant devant la caméra du ring, superposée au mot « C'est notre maison ». Internet avait sa nouvelle obsession. J'ai siroté mon americano en parcourant le chaos. Eleanor, la nouvelle acheteuse, m'a envoyé un texto, « Tu regardes ?» J'ai répondu au premier rang. « Tu es sûr de ne pas vouloir être là ?» J'ai souri. Pas besoin. Le streaming en direct est parfait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Numéros inconnus. Probablement Céleste, puis Camille, puis Rena. J'ai fait taire chacun d'eux. Ce n'était plus à moi de gérer le bruit. Je leur avais laissé exactement ce qu'ils avaient demandé. Une maison pour recevoir, mais pas celle à laquelle ils pensaient encore appartenir. La dernière image que j'ai vue avant de verrouiller mon téléphone et de me caler dans mon fauteuil était celle de Camille, debout au milieu de la pelouse, fixant la porte d'entrée, les bras croisés et le visage figé. Un mélange d'incrédulité et de rage. Les invités s'éventaient, confus et murmuraient tandis que le ciel commençait à dorer. Une scène avait été construite, certes, mais le scénario, c'était le mien. Mon téléphone a vibré 4 fois de suite. Céleste, Camille, Rena et Wallace. Je l'ai laissé sonner, puis je me suis tu. Pas de messages vocaux, juste un désespoir brut qui vibrait contre le métal froid de la table du café. J'ai retourné l'appareil, baissé l'écran et siroté le dernier verre de mon americano bien frais. Autour de moi, personne ne semblait remarquer qu'une vengeance silencieuse se déroulait à travers la ville. Des couples riaient aux autres tables. Un barista a crié un nom. Un fond sonore de jazz bourdonnait, mais sur mon écran, la pièce maîtresse de la saison mondaine du déo se déroulait en temps réel. À 16h23, c'était terminé. Passé d'un rassemblement exclusif à une comédie involontaire, le désastre #Devo était devenu un sujet brûlant dans la vie sociale de ma ville. Apparemment, quelqu'un avait filmé en direct Wallace en train d'insulter le chauffeur du voiturier, criant quelque chose comme étant un donateur majeur au projet de la ville, comme si cela lui donnait un accès universel à la propriété privée. Un autre invité a filmé Céleste, appuyant furieusement sur la sonnette ring à plusieurs reprises en criant « C'est notre maison. On est les DeVos. » Quelqu'un a transformé ce moment en quelques minutes. Le visage de Céleste, au milieu d'un cri, figé dans un parfait mélange de panique et d'arrogance, était légendé. Quand l'invité d'honneur n'a pas pu respecter le cadenas, j'ai failli m'étouffer avec mon café de rire. Pendant ce temps, Camille s'agitait. Une vidéo la montrait se ruer vers sa décapotable, talons s'enfonçant dans la pelouse, les mains en l'air. L'élégance autrefois soignée de sa tenue d'anniversaire s'était effilochée. Cheveux au vent, rouge à lèvres légèrement bavées, et sa posture, la posture parfaite des DeVos, avait disparu. Elle s'effondrait, une menace de droit à la fois. Ses fans, ses amis, son image soigneusement soignée la regardaient perdre son sang-froid dans une allée qu'elle pensait l'accueillir comme un tapis rouge. Et pendant tout ce temps, derrière cette porte d'entrée verrouillée, rien ne bougeait. Pas de personnel, pas de décoration, pas de table fastueuse, pas de couverts impeccables. Juste le silence, l'immobilité, une maison attendant son des propriétaires légitimes qui n'étaient pas eux. Rena ne m'avait pas appelé directement depuis plus d'une semaine, et maintenant elle essayait de me répondre à plusieurs reprises. J'ai appuyé sur l'écran, fait glisser la barre de notification vers le bas et parcouru ses messages. Réa, Chris, que diable se passe-t-il? Où êtes-vous? La clé ne fonctionne pas. Pourquoi la maison est-elle fermée à clé? Il faut qu'on se parle. Je n'ai pas répondu parce que je ne faisais plus partie de ce « nous ». Dès l'instant où elle a choisi le silence quand je lui ai demandé pourquoi je ne figurais pas sur l'invitation, dès qu'elle a préféré le confort de sa famille à ma dignité, elle a cessé d'être ma partenaire. Elle est devenue spectatrice de la vie que j'avais construite, puis a discrètement contribué à la démanteler. Qu'elle vive son inconfort maintenant. Qu'elle apprenne ce qui arrive quand on privilégie la performance à la collaboration. De l'autre côté de la table, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois d'Eleanor. Eleanor, le Porsche est maintenant un champ de bataille.
Wallace a l'air sur le point de se faire éclater une veine. J'ai répondu, heureusement qu'il ne possède pas les médicaments contre l'hypertension liés à l'acte. Elle a renvoyé un emoji rieur et une photo. Camille assise sur une chaise de jardin, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. L'angle était parfait. La fille qui fêtait son anniversaire et qui n'avait pas pu entrer dans sa propre fête. Un symbole de glamour emprunté, assis, impuissant, dans un espace qui ne s'inclinait plus devant son nom de famille. Je ne pouvais qu'imaginer ce que Céleste et Wallace faisaient en coulisses, appelant des avocats, des agences de relations publiques, essayant de trouver comment tourner l'histoire. Parce que c'est ce que les DeVos faisaient de mieux, contrôler l'image. Mais cette fois, il n'y avait pas d'histoire à réécrire. Pas de traiteur à blâmer. Personne n'a pris feu. Ils ont construit eux-mêmes cette tour d'arrogance et ont supposé que tout le monde autour d'eux la maintiendrait. Et quand elle s'est fissurée, ils n'avaient que des excuses et des portes verrouillées. Mon moment préféré est arrivé à 16h41. Une voisine, Madame Kendricks, que Dieu la bénisse, s'est approchée avec une chaise pliante et l'a offerte à un valet en sueur qui se tenait au milieu de la pelouse. Elle a regardé la tempête d'invités qui s'amoncelait et on m'a demandé, y a-t-il une raison pour laquelle aucun d'entre vous ne peut entrer? Vous savez, les frères Dupri ont vendu cet endroit, non? La vidéo de ce moment a explosé. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par « vendu » a demandé quelqu'un derrière la caméra. Enfin, la maison appartient à un nouveau couple. Elle vient de fermer la semaine dernière, a répondu Madame Kendricks avec un haussement d'épaule. J'imagine que vous n'étiez pas sur la chaîne de messagerie. La vidéo est devenue virale. Même ceux qui ne connaissaient pas directement les DeVos la partageaient avec des légendes comme « problème de riche », oublie de vérifier à qui appartient la maison avant d'organiser un gala. Autre commentaire, Camille voulait être la reine de la fête, mais elle a oublié de posséder le château. En observant le cirque se dérouler de loin, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Plus maintenant. Le ressentiment qui avait alimenté mon havre de paix avait été remplacé par autre chose. La paix. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas de la jubilation. C'était la satisfaction de savoir que je m'étais choisi après des années de je n'avais pas crié. Je n'avais pas imploré de reconnaissance. Je m'étais simplement écarté, j'avais repris ce qui m'appartenait et j'avais laissé leurs actions résonner plus fort que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. À 17h, les invités commencèrent à partir par vagues. Le soleil baissait, projetant de longues ombres sur la pelouse. Les fleuristes partirent avec des seaux encore pleins. Les traiteurs, réalisant qu'aucun accès n'était prévu, remballèrent leur nourriture dans des plateaux. Le gâteau d'anniversaire de Camille fondait à l'arrière d'une camionnette, ses roses en sucre se fanant en boucles sirupeuses. Même le photographe, après avoir pris quelques clichés symboliques de visage. Frustré, s'éclipsa avec un sourire penaud, et la maison, toujours parfaite, toujours immaculée, ne leur appartenait plus. Mon dernier message de la soirée vint d'Eleanor. Eleanor, nous venons d'arriver à la maison. Ce fut le trajet le plus satisfaisant de notre vie. J'ai hâte de prendre un nouveau départ. J'ai répondu, bienvenue à la maison. N'oublie pas de jeter cette clé de pot de fleurs. Elle a répondu avec une photo. Madison tenait la clé bien haut au-dessus d'une poubelle, souriant juste avant de la laisser tomber dedans. J'ai levé les yeux de mon écran, finissant enfin mon café. La ligne d'horizon en face de moi était devenue rose et or. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles qui s'éveillent. Derrière moi, les gens vivaient une vie normale, des happy hours, des rendez-vous, des rires. En moi, j'avais laissé tomber une maison, un mariage, une façade, et trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté, pas de gros titres, pas de confrontation, juste une porte verrouillée et une vérité qui, enfin, se refermait derrière elle. À 17h si précise, j'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts légèrement posés sur le clavier, les yeux fixés sur un email vide. Il n'y avait pas de musique de fond, pas de bavardage ambiant, juste le bourdonnement discret de mon nouvel appartement, à moitié fougueuse et entièrement à moi. Les images des galas ratés tournaient encore en boucle dans ma tête. Céleste hurlant devant la caméra de l'anneau, celle de Camille. L'expression s'effritant comme un gâteau rassis, Wallace arpentant la pièce comme un PDG en cage sans salle de réunion, et Rena sur le côté, l'air minuscule pour une fois. Ni au centre de la scène, ni entouré d'applaudissements, juste témoin de tout ce qu'elle a contribué à mettre en place. J'ai fait craquer mes articulations, pris une inspiration lente et commencé à taper. Sous réserve de propriété,
Rena Dero du prix Céleste Devaux Wallace Devaux. Je n'ai pas enjolivé le tout d'une salutation. Non, ma chère. Non. Bonjour. Il ne méritait pas ces édulcorants. Je suis entré directement. Depuis hier, la maison du 411 West Thornhill ne m'appartient plus. Je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion lors de la célébration prévue aujourd'hui. J'espère que les documents ci-joints clarifieront les choses. J'ai marqué une pause, relisant ces lignes. Pas pour le ton. Je ne craignais pas de les offenser. Non, je voulais être précis. La vérité devait être nette. 6 juin, vous trouverez le contrat de vente complet, la confirmation de transfert de l'acte et les documents de clôture horodatés. Vous utilisez ma maison, mon nom, mon silence. Pendant des années, tu as accédé à mon espace sans invitation. Tu as hébergé sans permission. Tu m'as rendu invisible dans une maison que j'ai construite, financée, réparée et chérie. Aujourd'hui marque le dernier chapitre de cet effacement. Toute présence continue sur cette propriété à partir de maintenant sera considérée comme une intrusion. J'ai demandé au nouveau propriétaire de contacter les autorités si quelqu'un tente d'entrer sans permission. J'ai hésité une seconde avant d'écrire la dernière phrase. Sincèrement, l'échec. Qui a acheté cette maison sans un seul dollar de ton aide? Clic envoyé. Je me suis assis, respirant lentement, et j'ai attendu, non pas des réponses, mais l'inévitable silence qui suivrait. Ce silence était plus fort que toutes les excuses qu'il pourrait formuler. Plus honnête que n'importe quel appel que Rena pourrait tenter de passer dans les heures à venir. Je n'avais pas besoin de réponse. J'avais besoin qu'ils se laissent aller à ce qu'ils avaient fait et à ce que j'avais défait. 20 minutes passèrent. Pas de buzz, pas d'accusé de réception. Aucune flamme de colère ne résonna dans leur réaction habituellement instantanée. Juste l'écran vide de la boîte de réception qui pulsait légèrement dans le lumière de fin d'après-midi. Et c'était parfait. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte-fenêtre coulissante qui menait au petit balcon de mon nouveau logement. Il n'était pas grandiose. Il ne donnait pas sur une piscine ni sur une pelouse impeccable, mais il y avait de la lumière. Il y avait de l'air. Il y avait du calme. Je suis sorti pieds nus sur le carrelage frais et j'ai contemplé le quartier. Rien de remarquable, juste des maisons tranquilles et des arbres ondulants. Le genre d'endroit où les gens vivent vraiment, pas où ils se produisent. J'ai laissé le calme emplir ma poitrine comme une eau tiède. L'absence de bruit, de performance, de leurs attentes constantes et invisibles. Puis je suis rentré à l'intérieur et j'ai ouvert l'album photo que j'avais apporté. Je ne l'avais pas regardé depuis longtemps. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs qu'ils ne reconnaîtraient jamais. Des photos de moi en train de poncer les poutres du salon le jour où j'ai fini de carreler la cuisine de Rena, et de moi assis sur les marches arrière nouvellement construites en train de manger un plat à emporter, la première année de rénovation. Je me suis attardé sur cette dernière photo plus longtemps que prévu. Elle paraissait alors plus jeune, plus douce. Moi aussi. On se ressemblait. Elle croyait au même avenir, mais c'était il y a une éternité. Cette croyance s'était lentement envolée. Chaque fois qu'elle laissait ses parents parler de moi. Chaque fois qu'elle me demandait de laisser tomber. Quand Céleste faisait une nouvelle remarque ambiguë. Chaque fois que je devenais l'homme de la maison jusqu'à ce qu'elle ne croie plus du tout en moi, ou pire, qu'elle s'en fiche. J'ai fermé l'album. Je n'avais plus besoin de faire mon deuil. Cette partie de ma vie n'était pas perdue. Elle avait été abandonnée par des gens qui ne l'avaient jamais valorisée. Ils m'avaient laissé tomber par commodité. Ils s'attendaient à ce que je reste par loyauté. Ils ont mal calculé. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai ouvert le fil de discussion avec Rena. Je n'avais pas répondu à son dernier flot de messages paniqués. Rena, il faut que je t'explique. On ne pensait pas que tu le ferais vraiment. Ils sont furieux. Tu les as humiliés. Chris, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai survolé le fil de discussion, les pouces en pause. Mais je n'ai pas répondu. Ni par un paragraphe, ni par un seul. Un appel, même sans un point. Elle n'avait pas besoin de mes mots. Elle avait besoin du vide que mes mots comblaient. Le silence dirait ce que je ne pourrais jamais dire. Au lieu de cela, j'ai sorti le message audio que j'avais sauvegardé plus tôt, la voix de Madame Kendrick, tirée du clip viral, disant « Tu sais que les gars de DRI ont vendu cet endroit, n'est-ce pas ?» C'était simple, sans prétention, vrai. Et dans cette vérité, toute leur arrogance s'était effondrée.
Cette pensée m'a fait sourire. Il ne l'aurait jamais vu venir. Non pas parce que j'étais particulièrement intelligent, mais parce qu'il ne m'avait jamais cru capable de partir. Il pensait que je resterais silencieux, utile, invisible. Il pensait que l'échec signifiait que je n'avais aucun pouvoir. Il s'avère que le pouvoir n'est pas une question de volume. C'est une question de timing, de précision et de décision de partir pendant qu'ils sont encore en scène. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait et que le monde commençait à se calmer, je me suis servi un verre de ce Malbec non ouvert. Je l'ai emporté sur le balcon, me suis appuyé contre la rambarde et ai regardé les étoiles percer lentement. Le bleu déclinant. Derrière moi. Mon téléphone s'est allumé, un autre bus, un autre message que je n'avais pas besoin de lire. Pas de conclusion, pas d'invitation à en discuter, juste la ponctuation finale à la fin d'une longue phrase silencieuse. Au revoir. Il était un peu plus de 21h quand on a frappé. Pas un coup poli et hésitant. Le genre de gentil inconnu, mais un coup sec, urgent, impatient. Je l'ai laissé sans réponse au début. J'ai su qui c'était avant même de vérifier par le Judas. Réa. Elle n'avait pas abandonné. Et ce soir, elle était enfin assez courageuse, ou assez désespérée, pour se présenter en personne. J'ai ouvert la porte lentement. Elle se tenait là, les joues maculées de mascara, son téléphone serré à deux mains comme une bouée de sauvetage. Sa robe, en satin crème, clairement destinée à une soirée, était tachée de vin sur l'ourlet. Ses yeux, ces mêmes yeux qui avaient autrefois perçu le potentiel de ma pergola à moitié finie, étaient maintenant cernés de rouge de fureur et de peur. « Vous nous avez humiliés » a-t-elle dit en s'avançant comme si j'avais le droit. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas invité à entrer. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de jouer. Elle a cligné des yeux, un instant, déstabilisée. Puis elle a réessayé. Sais-tu ce que tu as fait? Mes parents menacent de me couper les vivres. Le mariage de Camille pourrait être reporté. Les sponsors se désistent et les gens sont comme les gens. Ils se moquent de nous. De moi? J'ai légèrement incliné la tête, curieuse. Et tu penses que c'est ma faute? Tu nous as enfermés dehors. Ça n'a jamais été ta maison, Rena. Ma voix était basse, calme, comme une porte close. Tu as juste vécu là avec moi jusqu'à ce que ça devienne pratique d'oublier ça. Elle avait l'air de s'étouffer avec une gorgée de mots, mais ne savait pas quoi dire en premier. Sa main tremblait, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait crier, mais au lieu de cela, elle a juste murmuré, « Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. » J'avais envie de rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tragique. La distance entre ce qu'elle avait pris et le peu qu'elle avait pris croire que je pouvais résister était stupéfiant. Jusqu'ici, répétais-je. Tu m'as effacé de ma propre maison. Tu as laissé ta mère organiser une fête entière dans la maison que j'avais payée. J'ai construit, j'ai saigné pour ça. Tu ne m'as pas défendu quand ils m'ont traité d'échec. Tu as haussé les épaules quand je t'ai demandé pourquoi mon nom n'était même pas sur l'invitation. Tu m'as rendu invisible. Elle déglutit difficilement. Il n'aurait pas laissé faire si j'avais. Non, je l'ai interrompu. Ne fais pas ça. Ne fais pas semblant d'être impuissante. Tu as laissé faire parce que c'était plus facile. Parce que tu avais peur qu'il te coupe les vivres, alors tu as échangé ton mari contre leur approbation. Les larmes me sont revenues. Je ne voulais pas de ça. J'ai regardé autour de la porte, mon nouvel appartement, la peinture murale inachevée, les cartons dans le coin, la lampe bon marché qui projetait une lumière trop chaude. Et pourtant, tout était à moi. Honnête, même dans ses imperfections. Enfin, tu l'as eu quand même. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti quelque chose. Notre photo de mariage, celle qui était sur la cheminée du salon. On riait. À l'intérieur, nos mains encore enlacées par nos vœux. Son pouce frottait le bord comme si elle pouvait adoucir le passé. Est-ce vraiment ça? Elle s'enquit de tout. Je ne regardais pas la photo. Je la regardais, vraiment, au-delà des larmes, du drame et de la panique. L'espace d'un instant, je cherchais la version d'elle que j'aimais. La femme qui s'asseyait un jour sur le porche avec moi à manger des nouilles de marque industrielle quand nous étions fauchés. La femme qui disait des choses comme « c'est nous contre le monde ». Mais elle n'était plus là. Elle avait été remplacée par quelqu'un qui tressaillait quand ses parents fronçaient les sourcils, qui préférait les applaudissements à la collaboration.
Le masque qu'elle portait avait finalement lâché. Mais c'était trop tard. J'avais vu ce qu'il y avait en dessous. J'ai pris une inspiration et j'ai dit la chose la plus vraie que je lui ai jamais dite. Ils m'ont coupé les vivres il y a des années. Rena, tu viens enfin de me rendre l'appareil. On aurait dit qu'on lui avait donné une claque. Ses genoux se sont légèrement pliés et, l'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Juste là, mais elle resta debout. Elle s'essuya le visage du revers de la main et expira par le nez. Le mariage de Camille va être un désastre, murmura-t-elle. On dit qu'on est la risée de Briroud. J'ai failli sourire. Ça a l'air épuisant. Elle leva les yeux vers moi, cherchant un point d'appui. J'ai fait des erreurs, dit-elle plus doucement. Mais je n'aurais jamais cru que tu partirais. Je ne répondis pas tout de suite. Je me retournai et jetai un coup d'œil au plan encadré de mon premier projet d'aménagement paysager en solo, accroché au mur du couloir. Cela me rappela quelque chose d'important. On ne grandit que lorsqu'on déracine quelque chose. Je ne partis pas. Je dis enfin, vous avez tous arrêté de me voir. Je me suis enfin revu. Il n'y avait plus rien à dire après ça. Elle le savait aussi. Elle baissa les yeux sur la photo une dernière fois, puis la déposa discrètement par terre à mes pieds. Je vais chercher le reste de mes affaires, murmura-t-elle. J'acquiesçai une fois. Elle se retourna et s'éloigna. Plus de cris, plus de marchandage, juste l'écho décroissant de ses talons dans le couloir. La porte se referma derrière elle. Et je restai planté là, ni brisé, ni en colère, juste entier, pour la première fois depuis des années. Un mois plus tard, je me tenais devant un petit porche usé par les intempéries, juste à l'extérieur de la ville. Le ciel était gris pâle et l'air portait en lui ce péché de quelque chose sur le point d'éclore. La maison n'était pas grand-chose pour De Vos, pas de piliers de granit, pas d'allée chauffée, pas de jardin digne d'Instagram, mais elle était authentique. Une maison à rénover du milieu du siècle avec un plancher qui grinçait, des volets ébréchés et une porte d'entrée qui avait besoin d'être amadouée pour bien se fermer. Je l'ai immédiatement adorée. Je l'avais trouvée grâce à Eleanor, l'acheteuse qui vivait maintenant dans mon ancienne maison. Après, dans le tourbillon de son déménagement, elle m'a invité à prendre un café. Elle m'a dit que son cousin, peintre d'intérieur et conservateur de galeries à temps partiel, avait une propriété qui pourrait me plaire. Calme, oublié, avec assez de caractère pour se lancer dans quelque chose de nouveau. On aurait dit le destin. Ou peut-être simplement ce qui arrive quand on cesse de faire ses preuves auprès de ceux qui ne vous verront jamais clairement. La première fois que je l'ai visité, je n'ai vu aucun défaut. J'ai vu des pages blanches, des murs à peindre, des placards à poncer, un jardin à remodeler. Elle n'avait aucun pédigré, aucun héritage marqué par des générations de fortune, juste du potentiel, brut, indompté, en attente. Maintenant, les clés étaient à moi. Je suis monté sur le porche et j'ai regardé autour de moi. Pas de fontaine à champagne, pas de grandes annonces, pas de grenier à impressionner, juste le souffle occasionnel d'une branche d'arbre voisine oscillant sous son propre poids. J'ai déverrouillé la porte et l'ai poussée. À l'intérieur, le salon sentait légèrement la sueur et le potentiel. Le sol était rayé, mais solide. La cuisine était encore équipée d'un grille-pain. Un four laissé par l'ancien propriétaire et un aimant défraîchi sur lequel était écrit « Cette maison vit au café, à l'amour et aux secondes chances ». Je l'ai laissé là, sur le réfrigérateur. Cela me semblait approprié. Il n'y avait pas de fantôme ici. Pas d'ombre de conversation auxquelles je n'étais pas invité, pas de moment où l'on parlait de moi ou de moi. Comme si je n'avais pas de voix. Le silence était tel qu'il vous donnait l'impression d'être présent et vivant. J'ai déplacé mes cartons et j'ai lentement choisi de prendre mon temps. Non pas par nécessité, mais parce que je le pouvais. J'avais passé tant d'années à me précipiter, à me plier, à prouver, à expliquer. Ici, je n'avais pas besoin de performer. Je pouvais juste être. Dans la chambre, j'ai posé ma trousse à outils près de la fenêtre et j'ai sorti les plans d'un modeste jardin. Des plates-bandes surélevées, des fleurs indigènes, un banc d'angle pour écrire. Je l'ai conçu lentement, au fil des saisons. Pas de décoration, pas besoin d'approbation, juste quelque chose que je pouvais construire pour le plaisir de construire. J'ai scotché le plan au mur avec du ruban de masquage et j'ai pris du recul. Il était à moi. Tout, pas du tout. Hérité, non emprunté, non transmis avec condition. À moi. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un message sur Instagram.
Je n'avais pas consulté mon compte depuis des semaines. Ce n'était pas nécessaire, mais la curiosité a pris le dessus. Le nom ne m'était pas familier. En récupérant Grèce 84, j'ai vu la vidéo de Céleste hurlant face à la caméra. Je ne savais pas qui tu étais, mais quelqu'un a tagué ton nom dans un commentaire. Je voulais juste te remercier. Tu m'as donné le courage de quitter la maison de mes beaux-parents la semaine dernière. J'ai gardé le silence si longtemps que j'ai oublié ce que c'était que de me choisir. Te voir retrouver ta paix m'a aidé à trouver la mienne. Merci, Christopher. Franchement, je l'ai lu 2 fois. Mais je ne m'y attendais pas. Je n'ai rien fait de tout ça pour être reconnu. Je n'étais ni une martyre ni un mouvement. Mais d'une certaine manière, en récupérant mon espace, j'ai aussi créé un espace pour quelqu'un d'autre. J'ai tapé une réponse, reprends ton espace. Ça en valait la peine. Et c'était le cas. Je le comprenais enfin. Toutes ces années passées à me recroqueviller dans des pièces remplies d'ego tapageurs et de silence encore plus pesant, à essayer de me fondre dans un moule qui ne laissait aucune place à qui j'étais vraiment. Ce n'était pas un échec de partir. C'était la liberté. C'était la clarté. C'était le pouvoir. À l'approche du soir, je suis sorti et me suis assis sur la véranda, une tasse à café à la main. La même en céramique ébréchée que j'utilisais dans la vieille maison. Elle n'était pas chère, mais elle avait une histoire. La mienne. J'ai regardé l'allée de gravier, les haies envahissantes, la boîte aux lettres légèrement penchée à gauche. Ce n'était pas la perfection. C'était la paix. Le ciel s'est teinté de cendres et de lavande, et quelques lucioles ont dansé dans le jardin. Quelque part à proximité, un carillon avant annonçait « pas de fête, pas de lumière de scène, pas de public ». Et pour une fois, cela a suffi, car j'ai enfin compris quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Le succès ne se trouve pas dans les applaudissements. Il est dans le calme de l'après. La vie que l'on construit quand on n'a pas on regarde. Les fondations n'ont pas été posées avec de l'argent ou de l'influence, mais avec respect de soi et intention. La maison qui n'a pas besoin de validation pour se sentir comme chez soi. J'ai fermé les yeux et laissé la brise me traverser. Je ne faisais plus partie de la performance de Devro. J'étais l'architecte de quelque chose de nouveau et je venais de poser les fondations seul, mais finalement, complètement selon mes propres conditions.